Nouveau départ est un balado de conversation sur l'expérience d'immigrer au Québec. Et pour la saison 2, j'avais envie de l'aborder à travers le spectre de la littérature, parce que la lecture nous rapproche. Animé par moi, Kitty Antoine, à la recherche Pierre-Antoine, musique par Na Agnan, réalisé par Mathieu Tessier. C'est une production de Canal M avec l'organisme Union Urbaine. Dans cet épisode, je suis fière d'accueillir une invitée qui porte plusieurs chapeaux. Auteure, libraire, activiste, entrepreneur, mère et mon amie. Elle a créé un espace incontournable à Montréal pour faire la promotion des auteurs issus de la diversité. Et après avoir longtemps mis de l'avant les mots des autres avec sa librairie Racine, c'est aujourd'hui les siens qu'elle nous offre. Elle nous rend visite pour nous parler de son livre « Gronne et moi, l'été de mes 11 ans ». J'ai le grand plaisir d'accueillir Gabriella Garbeau à Nouveau départ. Bonjour Gabriella, comment vas-tu? Ça va bien, je suis vraiment contente d'être ici puis de partager mes mots avec toi aussi. Puis je suis fière d'être tout ça. Merci de la façon dont tu m'as présentée. Ben c'est vraiment à la hauteur de non seulement l'admiration que je te porte, mais aussi l'amitié. On avait nos deux entreprises voisines sur la Plaza Saint-Hubert, toi avec Librairie Racine, moi avec Boutique Espace Urbain. Et je te dis, je te confie que c'était vraiment un high pour moi dans ma vie d'entrepreneur d'avoir des collègues qui ont également leur établissement puis qu'on arrive à créer un écosystème. J'étais vraiment fière de nous pendant toutes ces années qu'on s'est côtoyés. Donc, on continue ça ensemble. Gabriella, on te connaît comme la fondatrice et propriétaire de Librairie Racine. Qu'est-ce qui t'a poussé aujourd'hui à passer de celle qui vend les livres des autres à celle qui écrit sa propre histoire? Merci pour la question. Je te dirais que c'est beaucoup en interagissant avec le public que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un besoin pour ce qui était littérature jeunesse qui parle de certains enjeux. Comme par exemple l'immigration, le racisme, etc. Donc, en parlant à d'autres parents comme moi, on s'est vraiment rendu compte qu'on veut des livres qui sont faits ici, dans un contexte urbain, puis qui parlent de tous ces enjeux-là. Je pense qu'il y a beaucoup de livres qui étaient faits, mais plutôt anglophones. On veut vraiment quelque chose de montréalais, de francophone, qui s'adresse aux jeunes, parce qu'ils vivent toutes sortes de situations. Puis c'est aussi un livre qui met de l'avant beaucoup de valeurs que, en tant que parent, on veut léguer, comme par exemple d'avoir des conversations intergénérationnelles, de parler aux aînés, l'importance de la nature, l'importance de ses racines aussi. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi-même, qui est maman, je suis maman. Ça a toujours été un challenge de trouver des histoires qui sont alignées à notre propre expérience personnelle, parce que être immigrant au Québec, ça revêt toute une identité qui est complètement différente de d'autres territoires. Qu'est-ce qui t'a... En fait, comment t'as identifié l'histoire que t'avais envie de raconter? C'est drôle parce que ça m'a pris du temps pour choisir. Je pense que je voulais partir dans toutes sortes de directions. Je voulais un livre qui parle de l'amitié. C'est toujours difficile de s'arrêter sur une idée pour le premier livre parce que j'avais tellement d'idées que je me suis dit, bon, ça va être quoi le focus de celui-ci? Mais j'ai décidé plutôt du moment que beaucoup de personnes issues de l'immigration peuvent vivre, c'est-à-dire une espèce de micro-agression qui se passe dans un contexte scolaire, un propos qui peut être blessant, qui est dit par un autre élève. C'est des choses qui peuvent arriver à des personnes issues de l'immigration. Donc, j'ai décidé de partir de ce moment-là, puis ensuite de faire le personnage principal, Gabriel, vivre toute une quête à travers le livre, mais qui part de ce moment-là qui peut toucher plusieurs personnes. Ouais. Fait que c'est Gronne et moi, l'été de mes 11 ans. Gronne, c'est grand-maman en créole haïtien. Et est-ce que c'est calqué sur ton histoire personnelle? Est-ce que c'est autobiographique? C'est inspiré, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui sont de la fiction. D'ailleurs, j'ai jamais eu le privilège de pouvoir me rendre en Haïti moi-même, mais j'ai beaucoup échangé avec des amis, mon conjoint aussi, par rapport à sa grand-mère, ma grand-mère, puis
j'ai pris des moments réels que j'ai appliqués à ma vie, mais malheureusement, j'ai pas pu aller rendre visite à ma grand-mère en Haïti. En lisant le titre, tout de suite, ça m'a fait sourire. Moi, ça m'a ramené à mon histoire personnelle, l'été de mes 16 ans. Nice! Cette année où l'adolescence est trop pour ma mère. Puis elle nous renvoie tous les trois chez mon père en Haïti. Et mon Dieu, que ça a été tout un univers qu'elle m'a permis de découvrir, autant à l'extérieur de moi qu'en moi. Pourquoi un livre jeunesse? Ben, tu me l'as dit déjà. Ouais. Mais est-ce que ton livre est aussi un outil qui t'a permis d'aller vers d'autres? Oui, beaucoup. Puis j'aime beaucoup ce que tu as partagé par rapport à ce que voyager en Haïti, ça a été un peu un eye-opener. Oui. C'était la même chose quand j'interrogeais les personnes autour de moi, même mon conjoint, je voyais qu'il parlait d'Haïti d'une façon dont moi, j'avais jamais vraiment entendu parler parce que je me suis beaucoup nourrie des médias aussi, parce qu'il y avait cette distance avec mes parents qui, eux, sont arrivés très jeunes aussi, fait que j'imagine qu'ils ont été aussi comme des éponges, qu'ils ont absorbé aussi beaucoup de choses négatives. Donc, des fois, en parlant du pays, ils disent aussi des choses négatives, mais en parlant à des gens qui sont vraiment passés beaucoup de temps là-bas, puis leur jeunesse là-bas, ils parlaient vraiment d'abondance, de générosité, d'accueil, de grandeur de l'espace. Vraiment un discours tellement positif que je me suis surpris à être comme ah bon, mais pourquoi je suis comme ah bon que ça soit comme ça. Puis je me suis rendu compte que moi-même j'avais des préjugés sur mon pays d'origine, puis je m'attendais pas à ça, qu'on dise que non, les tables c'était grandiose, on mangeait bien, les voisins, la générosité, etc. Ça m'a vraiment fait du bien, ces recherches-là, puis c'est quelque chose que je voulais transmettre à travers le livre, dans le livre, pour les jeunes qui voient Haïti sur un autre œil. Ouais. Sans dévoiler le punch, de quoi traite l'histoire? Donc, c'est au départ Gabriel qui décide de faire un exposé oral sur son pays d'origine, Haïti. Puis, après son exposé oral, mais il y a un de ses camarades de classe qui lui dit un propos comme quoi que Haïti... quelque chose de plutôt négatif sur Haïti. Elle a de la peine, elle rentre à la maison, puis son père lui propose d'aller voir par elle-même c'est quoi le pays, puis d'aller visiter sa grand-mère. Elle se rend en Haïti pour visiter sa grand-mère et elle en revient complètement changée. Elle a appris beaucoup de choses, des nouvelles valeurs, parce qu'elle, pendant qu'elle est ici, c'est plutôt la mode, les amis, ses centres d'intérêt, comme les ados normales ici en Amérique, des centres d'intérêt plutôt... c'est pas négatif, mais plutôt... elle pense qu'à elle-même, par exemple, puis elle découvre des nouvelles pratiques, comme par exemple un combit, que tout le monde contribue à quelque chose de commun, puis elle se pose la question, mais pourquoi est-ce que tout le monde fait pas juste son truc? Pourquoi tout le monde fait ensemble? T'sais, elle apprend plusieurs choses par rapport à la culture. Ouais. Mais toi, est-ce que tu as appris des choses, justement, en écrivant ce livre, comme ton personnage principal qui est retourné vers ses sources pour pouvoir acquérir de la confiance en elle puis de la fierté? Toi, en écrivant ton livre, oui. Est-ce que ça a pu faire un peu le même travail, mais sur toi, l'autrice? Absolument. Puis, en fait, là, j'ai goût d'y aller. J'ai vraiment goût d'y aller. Dans mes recherches aussi, même les jeux, la façon que ça se passe, le jeu dont je parle, c'est un jeu que mon copain jouait. Il m'a appris tellement de jeux. Ça avait l'air fun. Je regarde mon fils qui avec la tablette, puis comme il m'a dit qu'il y aurait du fun là-bas. Tu te souviens du nom du jeu? Il y a les jeux avec... C'est-tu le jeu d'osselet? Avec les sous qu'ils mettaient... ils mettent dans une bouteille, ils doivent faire tomber le sou dans l'eau, dans un contenant qui doit arriver dans le capuchon, par exemple, de bière ou quelque chose. Des fois, ils faisaient comme ils jouaient avec des espèces de batteries pour faire des flamèches. Tellement de choses, comme tu vois qu'ils aimaient passer du temps à l'extérieur, puis tout le monde était ensemble, jouait ensemble. Je me souviens du jeu d'osselet que j'ai même continué à jouer arrivé au Québec. Ça se joue avec les jointures, des os, des cabrites. Vraiment, là, c'est foisonnant, là, d'idées, de découvertes. Fait que toi, ça t'a donné le goût d'aller en Haïti. Oui, et de jouer aussi.
De jouer, je pense, ça m'a reconnecté à l'enfant que j'étais. Puis je me suis dit, pour la première fois, je m'étais dit, hey, j'aurais aimé peut-être grandir en Haïti. J'aurais aimé ça. Mais c'est le fun parce que ça crée des croisements pour toi, parce que tu as été nourrir ton enfant intérieur qui avait soif de ce genre d'informations, de contenu, qui en avait besoin, mais en même temps, tu es maman. Donc, tu as des enfants que tu vas pouvoir nourrir de ces informations-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais? Est-ce que tu leur as fait la lecture de ton livre Grande et moi, l'été de mes 11 ans? Oui, mon plus vieux, oui. On n'a pas terminé, par contre, parce que l'attention des jeunes, en ce moment, elle est très limitée. Mais ils sont très fiers. Puis d'ailleurs, je les ai dédicacés aussi le livre. Mais ils sont très curieux d'Haïti. Ils veulent en savoir plus. Je pense que il nous faut plus, justement, de livres qui parlent de la culture, puis de tous les pans de la culture, parce que des fois, on peut parler, ça a l'air de rien, mais juste leur parler de certains aliments, de certains fruits, de certaines façons de faire. Pour eux, ça leur donne aussi des outils. Parce que dans le livre, Gabrielle, à un moment, lorsqu'on lui dit des choses négatives sur Haïti, une des raisons pourquoi elle est triste, c'est parce qu'elle se rend compte qu'elle ne sait pas quoi dire pour défendre ou de positif pour contrebalancer tout le négatif qu'on dit. Elle n'a pas d'argument pour répondre. Exactement, parce qu'elle n'avait pas d'outils pour dire non, mais mon pays, c'est la première nation noire ou non, mon pays est vaste, on a beaucoup d'agriculture, on a poulet. Donc, il faut l'espèce d'éducation à nos enfants pour qu'ils puissent savoir qui ils sont, pour que le bruit extérieur, c'est les négatifs, pour qu'ils puissent être comme pas atteints par rapport à ça, parce qu'ils puissent se dire, ben non, oui, il y a des aspects négatifs au pays, mais voici aussi tout le positif qu'il y a, toutes les grandeurs, toutes les belles choses. Donc, il faut un peu les donner des outils pour contrebalancer, parce qu'il y en a des choses négatives. Oui. Passe-moi le livre encore, que je le vois, là. Voilà. Parce que, wow, les illustrations sont belles, hein? Oui. Il faut le dire. Tu as collaboré avec Niti Marcel Muet pour ça. Elle est vraiment excellente. T'es pas la première autrice là que je reçois qui a travaillé, qui a collaboré avec justement l'illustratrice Niti Marcel Muet. Comment les illustrations, pourquoi tu as choisi de travailler avec elle, puis comment les illustrations enrichissent l'histoire? Oui, donc dès que j'ai vu son travail, Niti, je lui ai dit un jour, c'est sûr qu'on va faire des projets ensemble. Puis elle a été assez généreuse pour dire, oui, OK, tu me laisses savoir quand tu es prête. Donc, lorsque je fus enfin prête, je lui ai écrit un courriel tout simplement. Et je crois qu'elle m'attendait parce que je lui avais déjà dit qu'éventuellement, j'aimerais travailler avec elle parce que, de un, elle porte ce bagage-là d'origine haïtienne. Elle a aussi une grand-mère. Elle connaît l'énergie. Je lui ai donné des photos en référence de ma grand-mère, de moi, d'Haïti, ce que je trouvais intéressant. Puis ensuite, il y a des moments clés qui ont été identifiés pour pouvoir faire des illustrations pour l'histoire de Grande et moi. C'est vraiment joli, la page couverture. On dirait toi, agenouillée, là. Oui, elle a vraiment saisi ton essence. Exact. Puis après, il y a eu les premières illustrations, puis j'ai juste demandé des petits changements. J'ai voulu, par exemple, que l'oncle ait des cheveux longs, des locks à la place d'une coupe rasée, pour justement mettre de l'avant des messieurs avec des locks, quelque chose qui, pour certaines personnes, peuvent être mal vu, des fois même dans notre communauté. Donc, j'ai un peu ajusté les styles, les couleurs, etc. Mais c'était important pour moi que ce soit coloré, que ce soit feuillu, la verdure, l'espèce de pose haïtienne aussi devant un arbre. Je voulais ça aussi, le coq, ouais. Ça te ressemble. Merci. Oui, c'est vraiment un bel objet. Merci. Pour ma deuxième saison de Nouveau Départ, j'avais non seulement envie de continuer à avoir des conversations sur l'expérience d'immigrer au Québec, venir d'ailleurs, faire partie de la diversité, mais en plus d'y mêler ma passion et mon admiration pour l'objet du livre et les auteurs, le travail qu'ils font, d'utiliser des mots et puis d'en faire des phrases, puis ça devient des univers. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour cette activité-là. Moi, j'aimerais lire ta biographie un jour.
Ah! J'aimerais ça. Je lance comme ça dans l'univers. Mais ça commence à me tenter de plus en plus. Et mon Dieu, il y en a des choses dans les coulisses. Gabriella, tu as créé Librairie Racine. Librairie Racine est en pause en ce moment. Qu'est-ce qui se passe avec ce magnifique projet qui nous a tous pris et par surprise et qui nous a enchantés? Tu as créé tout un écosystème avec Librairie Racine. Des gens te suivent. Tu as créé des carrières. Il y a des gens qui ont eu envie d'écrire avec l'existence de Librairie Racine. C'est quoi la suite? Parce que là, je sais qu'il y a une suite. Oui, c'est sûr que tant que je suis là, je vais vouloir continuer à pousser le projet. Ça a été une période vraiment difficile. On a vécu la pandémie et toutes sortes de situations qui ont fait en sorte que, à un moment, les coffres étaient vides. Et il fallait prendre une décision. Et j'ai décidé de me choisir, moi, de travailler sur des projets personnels et en parallèle de travailler sur la restructuration, sur la vision de l'avenir pour pouvoir assurer une pérennité lorsque ça va réouvrir. Parce que c'était vraiment très difficile. Je pense qu'aussi, tu le sais, tout ce qui est dans le milieu culturel à Montréal en ce moment. Oui, puis le post-pandémie a été très, très difficile. On Donc, était voisines, on se voyait, on s'encourageait. Garder un local ouvert, c'est vraiment pas facile, vraiment pas évident. Donc, c'est essayer de voir les stratégies qui sont possibles pour l'avenir. Puis, à la fin de ce travail-là, ces réflexions-là, Racine rouvrira ses portes peut-être 2027, 2028 au max. Je t'encourage, toi. Merci. Et ton équipe, là, vous avez tout mon support. C'est gentil. Ben justement, pour donner le goût à mes auditeurs d'encourager ton mouvement Librairie Racine, pourquoi on ne ferait pas la lecture de ton premier ouvrage, Grande et moi, l'été de mes 11 ans. Tu as sélectionné un extrait. Oui. Et j'ai vraiment très hâte de t'entendre nous faire la lecture. Merci, Gabriella. De rien. Donc, je vais lire le moment où Gabrielle, elle arrive en Haïti. À l'atterrissage, c'est une vraie célébration. Enfin, j'y suis. C'est ma première fois dans un pays tropical. Première constatation, c'est l'humidité qui me frappe de plein fouet sur l'escalier mobile en descendant de l'avion. Pas de doute, je suis dans le sud. Ici, le soleil, c'est puissance 4. Dès que mes pieds ont touché le sol d'Haïti, j'ai eu le sentiment que mes batteries intérieures se sont rechargées instantanément. Ici, la vibe est bien différente de l'aéroport d'où je suis partie. C'est drôle parce qu'à l'embarquement, j'ai dû passer par une passerelle pour entrer dans l'avion. Ici, à l'arrivée, je dois descendre directement sur le tarmac. Mon nez est sous le choc. Il découvre une gamme d'odeurs que jusqu'ici lui était inconnue. Nouveau pays, nouveau parfum, nouveau soleil. Et vraiment rien à voir avec ceux dans quoi j'ai l'habitude. Ici, tout a l'air plus léger. Personne n'est à la course. Les gens savent où ils vont, mais personne ne semble pressé. Il y a une sorte d'ordre naturel. Je constate enfin le véritable sens de l'expression « être posé ». J'essaie donc de paraître le plus à l'aise possible, mais j'ai l'impression que je suis la seule à être ici pour la première fois. Tout le monde semble savoir quoi dire, comment se comporter, même comment marcher. Moi, je me sens comme une intruse. En plus, mon passeport me trahit. Ai-je le droit d'être ici? Je veux dire, je sais que je suis d'origine haïtienne, mais... Après tout, on a bien le droit d'aller voir à quoi ressemble l'endroit d'où on vient, non? Perdu dans mes pensées, le son de la musique troubadour me ramène au moment présent. 3 musiciens en chemise rouge et au chapeau de paille jouent sur une petite estrade carrelée. L'un d'eux me salue avec un sourire et me fait signe d'approcher. « C'est ta première fois ici ?» me demande-t-il, ses yeux pétillants de curiosité. « Oui. » Son sourire s'agrandit et il me dit d'une voix chaleureuse « La caillou !» Ces mots prononcés avec tant de bienveillance m'envahissent de fierté. Je me sens accueillie comme si j'étais attendue depuis longtemps. Avec le son envoûtant du groupe qui joue, j'avance la tête haute.
Tout le monde est tellement bienveillant que j'en oublie que mon oncle vient me chercher et que tous ces gens qui me saluent sont des inconnus. Ça doit être cela, l'hospitalité haïtienne. Est-ce que je continue? Ah, c'est magnifique. Et t'as trouvé vraiment le bon extrait. En t'écoutant lire, je vois sur la 4e de couverture, la caille, c'est la caille. Mm-hmm. Aujourd'hui, la maison, c'est où? C'est la maison, mais aujourd'hui, c'est où pour toi la maison, Gabriela? C'est une bonne question, mais je dirais que ça se retrouve à l'intérieur de nous parce que même Gabrielle, dans le livre, à la fin, elle se demandait la question, est-ce que je vais aller en Haïti? Puis une fois sur place, elle voulait pas repartir. Puis sa grand-mère lui dit, ben Haïti, c'est à l'intérieur de toi aussi. Ouais. Même si tu pars, tout ce que tu as vécu, tout ton bagage, tout ce que tu as appris, c'est à l'intérieur de toi. Moi, je suis retournée en Haïti pour la première fois, j'avais 8 ans. Quand j'avais 8 ans, écoute, c'était les années 80. Haïti est encore très organisé, très stable, malgré les tourments qui commençaient à poindre. Et je me souviens dans ma conscience d'enfant, je regarde mes parents, mais qu'est-ce qu'on fait à Brossard? Parce qu'Haïti, c'est un pays où cohabitent tellement d'écosystèmes, de valeurs, de températures, de couleurs, d'odeurs. Comme tu l'as dit, tu débarques à l'aéroport, puis c'est comme... C'est difficile à expliquer avec des mots. En tout cas, je suis vraiment contente que tu nous aies fait la lecture de cet extrait. Gabriela, tu as fait des études en travail social. En plus de ça, ben, tu es auteure, militante et maman. Comment tu arrives à gérer tous ces rôles? C'est une bonne question. En fait, je pense que je porte tous ces chapeaux en même temps, tout le temps. Mais c'est sûr que des fois... c'est plus difficile, par exemple, d'intervenir quand c'est nos enfants. Hein? C'est trop proche de nous. On a toujours des meilleurs conseils pour les autres que quand on est dans nos propres chaussures. Des fois, il m'arrive d'être cordonnière mal chaussée. Donc, c'est pas évident de jongler avec tout ça, surtout... pendant la création du livre, j'étais enceinte de mon dernier. C'était pas évident. Des fois, il fallait repousser. Mais faut juste prendre son temps et choisir, en fait. Parce qu'on porte tous ces chapeaux en même temps, mais des fois, il faut choisir d'en porter qu'un pour focus. C'est pas toujours facile, mais on arrive toujours à point et puis au bout. En tout cas, tu es vraiment un bel exemple. Tu avais mentionné dans le passé, je m'en souviens, que tu rêvais lancer ton livre, que c'était vraiment un objectif pour toi. Et là, c'est fait. Félicitations. Merci. De quoi tu rêves maintenant pour ta suite? Oui. C'est sur d'autres livres et pas que de moi. J'aimerais que plus de personnes s'intéressent à la jeunesse, à écrire des livres jeunesse. Puis il y a toutes les tranches d'âge. J'ai un bébé actuellement, puis des fois, je cherche des livres pour lui. Je serais intéressée à ce que quelqu'un fasse des board books avec des mots en créole, juste un mot, des belles illustrations. Mon plus vieux, lui, est 8 ans, ça grandit. Je serais intéressée à des livres de d'autres personnes sur la préadolescence et toutes sortes de sujets. Donc, pour ma part, plus de livres sur Haïti, mais j'aimerais que plus de personnes aussi peuvent écrire parce qu'avec ma lenteur, à cause de tous les chapeaux que je porte, ça va être long si je porte tout ça seul. J'ai envie de plus de littérature diversifiée par plus de gens. Ah, c'est vraiment un bel appel. Vraiment, moi, en tout cas, je l'ai pris personnel. Let's go! Qu'est-ce que tu aimerais que mes auditeurs retiennent et aussi tes lecteurs retiennent de ton livre après la lecture? Grande et moi, l'été de mes 11 ans. Oui, je pense que ce serait de tap in dans tout ce qui est curiosité, de pas juste rester dans ce qu'on connaît, parce que je pense que c'est comme ça qu'on grandit, en étant curieux, en posant des questions. Parce que des fois, on pourrait voir un livre comme ça, puis pas se sentir interpellé, voir grand, un livre qui parle de quelqu'un qui part en Haïti, puis dire « Ah, ça nous intéresse pas », mais en fait, il y a tellement de thèmes à l'intérieur du livre, comme par exemple il y a une relation compliquée entre
la petite fille puis un de ses parents. Ça, c'est quelque chose qui tout le monde peut relate à un certain point. Donc, juste de garder cette curiosité-là ou de la développer si on n'est pas assez curieux. D'être ouvert sur le monde. Ouais. Ouais. Cultiver sa curiosité. Bien dit, exactement. De cultiver sa curiosité. Ouais. Gabriela, bon là, la librairie physique est en pause, mais est-ce qu'il y a moyen de continuer à contribuer, consommer, cultiver sa curiosité en ligne à travers l'univers de Librairie Racine? Oui, donc les réseaux sociaux et le site web sont toujours actifs. Donc, c'est possible d'envoyer des messages, de faire des commandes de livres, de nous inviter aussi à des événements si c'est possible qu'on tienne une table de vente de livres. Ça ferait plaisir de curate pour certains événements aussi. Des fois, il y a des conférenciers qui ont écrit un livre ou des personnes intéressantes qui visitent Montréal dans le cadre de toutes autres choses, mais qu'on pourrait bonifier l'événement avec une sélection en lien ou le titre de cette personne-là. Donc, il y a ça comme possibilité. Ah, là, je te pose une question, mais on dirait que c'est Kitty là, qui pose la question. C'est pas l'animatrice. Ouais. Est-ce que Librairie Racine pourrait peut-être un jour devenir une maison d'édition? C'est possible, mais il faudrait une plus grande équipe. Malheureusement, je pourrais pas gérer cet aspect. Il y a beaucoup de personnes qui ont posé la question et je pense que ce serait super intéressant, mais ça demanderait une équipe toute autre pour créer cette branche-là. Mais si jamais il y en a qui veulent mettre les mains à la pâte, c'est possible. Parce que c'est beaucoup de paperasse au départ pour qu'il y ait les premiers titres et qu'après, ça puisse être subventionné et tout. Mais oui, ça c'est une possibilité, même que ce serait bien. Pour les gens qui te connaissent et pour conclure, Gabriela, tu as un concept qui s'appelle « Tout le Hood en parle ». Parle-nous-en, s'il te plaît. Oui, donc c'est un blog à contribution qui republie des nouvelles qui touchent soit les personnes autochtones, les personnes noires, racisées de partout. Il y a aussi des vidéos originales. Là, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de création originale. C'est plutôt des reportages d'événements, de collectes, etc. Puis c'est en ligne, c'est une communauté. Il y a déjà eu aussi auparavant des workshops et une édition d'un festival. Et à venir, il y aura un festival encore. Et on peut aussi t'entendre en ligne. Tu as ton balado qui s'appelle Afrovoix, voilà. En collaboration avec le CECAM et l'Université de Montréal. C'était comme un marathon. Là, pour la conclusion, Gabriela, il va falloir que je te réinvite. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Bonjour Jimmy, comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Jimmy Suzanne, tu es auteur, illustrateur, dessinateur de bande dessinée et directeur artistique. Tu viens me parler de ton tout premier ouvrage qui s'appelle Migration, une bande dessinée, oh mon Dieu, produit avec brio et publié sous les éditions La Pastèque. Oui, je dis produit avec brio parce que j'avais jamais lu une bande dessinée qui parle d'une histoire qui ressemble à la mienne, c'est-à-dire l'histoire d'une famille diaspora d'Haïti installée à Montréal, 2 parents avec 3 garçons, et puis on voit un peu comment ils se débrouillent. Ouais. Puis 3 gros garçons en plus. Là. Ouais. Ma mère est toute petite. Pourquoi tu as eu envie de raconter cette histoire? C'est ton histoire? Ben, au début, c'était l'histoire de mes parents. Parce que je voulais vraiment savoir d'où ils viennent. Tu sais, il arrive à un moment donné dans notre vie, on est comme, ben, je viens d'où, qui je suis, où je m'en vais. J'avais aucune idée comment mes parents se sont rencontrés. J'ai pas de photo de mariage dans les photos qu'on a à la maison. J'ai rien sur eux autres. C'est comme, c'est mes parents, puis c'est tout, là, tu sais. Donc, il y a une situation qui est arrivée qui fait que je me suis posé plein de questions, puis une fois que je m'en suis remis de toutes ces questions-là, j'ai commencé
à planifier mon coup, essayer de... Après que tu t'es remis de concocter tes questions, tu as planifié comment avoir les réponses. Oui, oui. Donc, comment amadouer ma mère pour avoir des réponses. Là, mais... Comment tu as amadoué ta maman pour avoir déjà, tes réponses? avec ma charmante personnalité et le fait qu'on a quand même une très bonne conversation, elle et moi, mais c'est surtout grâce à l'aide d'une liqueur de café qui s'appelle Kahlua, qui semble ouvrir la boîte à souvenirs de ma mère, puis au point où elle n'est pas capable d'arrêter. Il faut que je dose. Jimmy, j'ai écouté plusieurs conversations que tu as entretenues justement dans la présentation de Migration et t'expliques un peu justement l'élément déclencheur. Puis on dirait que c'est arrivé un peu tard dans ta vie. Ouais. C'est toutes ces questions, cette quête identitaire. Ouais. C'est arrivé, tu avais à peu près quel âge? Pourquoi c'est arrivé si tard, selon toi? C'est arrivé à ma trentaine. C'est arrivé quand même assez tard parce que j'ai jamais posé ce genre de questions, parce qu'une fois qu'on pose des questions, je sais pas si c'est le cas avec tous les Haïtiens, là, tu demandes ça à des parents, et sur leur passé, c'est comme, pourquoi tu veux savoir ça? T'as pas besoin de savoir ça, là. Puis là, tout d'un coup, c'est rendu quelque chose d'autre, puis tu veux pas insister parce que, après ça, c'est le ceinturon, là. Fait que t'es comme, OK, tu restes tranquille. Tu focuses sur tes devoirs, mais je pense, moi, ma jeunesse, j'étais plus dans le mode survie. Donc, j'avais juste une intention, c'est de faire le plus possible pour me rendre heureux moi-même dans mon petit monde, puis faire mes devoirs, puis être un bon chrétien. Justement, parlons un petit peu de ce petit monde que toi, tu dis petit, mais je suis sûre que c'en est tout autrement. Tu dessines à merveille. Moi, je suis artiste visuel, donc je peux vraiment apprécier la qualité de ton art. Parlons un petit peu de ton background, ou ce que tu as appris à dessiner, à raconter des histoires. C'est pas un petit livre que tu nous présentes, Jimmy. Oui, mais j'aurais aimé qu'il soit un peu plus gros, là, mais on a dû couper. Là. Ça veut dire qu'il va y avoir des tomes 2, 3, Il faut réussir à insister puis rejoindre l'éditeur. Puis, il y en a deux, c'est quand le 2 il sort, Donc, comment c'est quoi la question encore, Susan? Oui, ton talent de dessinateur, de storyteller. Oh my goodness. D'où ça te vient? Comment aussi tu maintiens cette fibre? Ben, disons que je suis souvent dans ma tête, dans mon monde. Je suis quelqu'un d'un peu lunatique. Un peu geek? Ouais, pas mal, ouais. Puis j'ai grandi pas mal devant la télé, forte à cause que j'arrêtais pas de me perdre dans la rue. Je voyais quelque chose de brillant, puis j'étais comme, ouh, c'est quoi ça? Fait que ma mère en a eu assez. Elle a dit, soit je te mets une laisse comme un chien, ou bien je te laisse devant la télé. Fait que j'ai choisi la télévision, noir et blanc au début, puis en glorieuse couleur après, là. Mais j'étais vraiment plugué devant la télévision tout le temps. Il y avait un monde là-dedans. Il y avait des différents univers. Il y avait Bobino et Bobinette, Passepartout, Minifée, Goldorak, Capitaine Flamme, puis j'en passe, Albator. C'était immense. Et puis, c'était vraiment, la télé, c'était vraiment en veux-tu, en v'là. Puis, j'ai juste tout absorbé. Je pense qu'un de mes pouvoirs, c'est d'absorber l'information inutile, mais pour le bien de l'humanité. Un jour, ça va servir. J'adore. Dans toute cette quête-là d'accumulation d'informations, ben c'est pas une quête, en fait. Tu as été exposé à ça. Mm-hmm. Fait que c'est ce dont tu as été exposé qui t'a nourri pour pouvoir écrire et puis documenter de cette façon-là. Oui, ben, je me racontais pas mal d'histoires aussi, parce que je m'enfermais dans ma chambre, je dessinais ce que je voyais. J'avais des Tintins que j'avais empruntés à la bibliothèque, des Astérix, donc je commençais à essayer de dessiner comme eux. Puis ma mère a vu que je dessinais tout le temps, fait que elle voyait des petits dessins sur les murs, puis finalement elle s'est dit, ben je vais acheter du papier puis un crayon parce que
Sinon, on va être ramassé avec plein de petits dessins, là, tout partout. Mais elle a vraiment fait la job de... Elle a vu ça tout de suite, puis elle a nourri ça aussi à sa façon. Parce que le côté créatif, ce que j'ai remarqué après mes recherches, ça vient de ma mère. Quelque chose que j'avais aucune idée jusqu'à ce que je commence à travailler sur ce projet-là. Puis là, des choses font du sens. Maintenant, ça fait beaucoup de sens. C'est vraiment intéressant parce qu'en essayant d'écrire l'histoire de tes parents pour honorer justement qui ils sont et ce qu'ils vous ont transmis, finalement, tu as appris à connaître ton histoire. Oui, ça a aidé à comprendre pourquoi je suis comme ça. Oui. Qu'est-ce qui a le plus changé en toi depuis que tu comprends tout ça de toi? D'accepter, de m'accepter tel que je suis. Pas comme si j'avais pas fait le travail en thérapie avant, mais j'ai fait la paix avec plusieurs choses, plusieurs traits de caractère que je trouvais vraiment fatigants. Puis j'étais comme, ça sort de où ça? Mais là, j'ai trouvé l'origine. Et maintenant que ça fait du sens, puis maintenant que c'est sur papier, ben, ça m'appartient plus et ça vit une toute autre vie, puis moi, ça m'a permis de faire la paix avec. Est-ce que tes parents, ils réalisent qu'ils ont vraiment un parcours emblématique, un parcours qui mérite vraiment d'être raconté comme tu l'as fait, qui mérite qu'on t'invite à prendre part à des conversations, des panels de discussion, que leur histoire inspire, que le fait que tu racontes leur histoire permet à d'autres de valoriser la leur aussi? Wow, ben, tu viens de me donner la chair de poule, là. J'ai le poil de barbe qui tire. Là. Non, ils ne le réalisent pas. Ici, mes parents ont fait Montréal-Haïti toute leur vie. Et puis, c'est vraiment du monde qui ont travaillé très dur pour s'assurer qu'on manque de rien. On n'était pas riches, mais on n'était pas pauvres non plus. On n'était pas dans la rue. On était bien nourris. La preuve, 3 gros garçons. On manquait vraiment de rien. Puis, et ils vivaient vraiment, genre, sur qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Comment on planifie? Comment on fait la commande? La survie. Oui. Dans le mode survie, presque toute leur vie, honnêtement, c'est quand même quelque chose d'admirable, mais en même temps, est-ce qu'ils ont eu des moments où est-ce qu'ils étaient heureux? C'est des questions que je me posais. Est-ce que vous avez été heureux vraiment à un moment donné dans votre vie? Puis même, ce que vous avez vécu ici, est-ce que vous avez réussi à trouver des moments pour vous? Quelque chose que cette génération-là ne mettait pas vraiment en valeur. C'était vraiment, il faut travailler, puis il faut envoyer de l'argent en Haïti, il faut aider les autres à rentrer dans le pays, il faut s'assurer que les enfants sont des beaux petits Haïtiens là, avec aucune influence de la culture populaire, ce qui est comme... Impossible. Impossible. Une fois que j'ai vu Tina Turner puis Michael Jackson, là, c'était fini. Là. Pourquoi mes cheveux sont pas comme ça? Là? Tu sais, fait que là, j'avais d'autres genres de questions, mais... D'autres priorités. Ouais. Puis, en fait, pour toi, parce que là, je veux revenir un peu au livre, à ton travail, qu'est-ce qui a été le plus difficile de dessiner tes propres parents, de mettre de la couleur sur des émotions, de trouver une trame narrative pas trop intrusive? Qu'est-ce qui, selon toi, a été le plus challengeant? Le plus difficile, oui, c'est de créer le personnage de mon père. Je connais juste un côté de mon père. L'autre côté de mon père, le côté doux, rieur, bon vivant, aventurier, c'est ma mère qui me l'a raconté. Puis elle me le raconte avec tellement d'amour dans ses yeux. Là. C'est fou. Moi, j'ai pas connu cette personne-là, malheureusement. Et aussi, malheureusement, j'ai connu une autre facette. C'était un homme quand même très dur. Donc, c'était difficile de trouver cette personne-là qui était à la fois imposant, mais à la fois très, très généreux, très ouvert. Puis c'était de le voir au fur et à mesure du temps, le voir s'endurcir un peu face à ce qu'il vivait ici au Québec.
ce qui le ramenait plus à la personne que j'ai grandi avec. Mais c'est venu me chercher beaucoup, là, ce qu'il a vécu, là. C'est fou. Oui, ça vient chercher. Ouais. Ça fait aussi en sorte qu'on a beaucoup de respect pour ce qu'ils ont fait pour nous permettre d'être bien, d'être épanouis, se sentir en sécurité et tout. Est-ce que tes parents ont vu le livre? Est-ce qu'ils ont lu l'histoire? Ma mère l'a vu, puis c'est drôle, j'ai des photos de ma mère avec ses petites lunettes, puis elle est en train de flipper les pages. Là. Le livre a l'air gigantesque, là. Elle est toute petite. Là. Fait elle était vraiment en train de tourner les pages. Elle avait un petit sourire au visage. Elle ne sait pas comment lire une bande dessinée. C'est un concept qui est comme très différent. Qu'un roman. Oui, Mm-hmm. mais elle a reconnu mes dessins. Puis Elle s'est reconnue. Elle s'est reconnue là-dedans. Elle a surtout reconnu mon père. Puis c'était juste... ça a juste fait du bien de la voir réagir comme ça, voyant que j'ai toujours dessiné. Puis même si elle ne comprenait pas pourquoi c'était une obsession pour moi de dessiner, puis elle a toujours voulu que je sois heureux là-dedans. Ça te rend heureux, ben j'espère que tu vas le rendre à un point où ça peut te rapporter un petit quelque chose, tu sais. L'inquiétude des parents veulent que les enfants doivent pas vivre dans la misère. Donc, c'était une grosse inquiétude, mais quand elle a vu ça, elle m'a dit qu'elle était fière, puis j'étais comme... Ça vaut plus que tous les trophées. Ouais. Ton papa est toujours avec nous? Oui, il est encore là. Ils font encore Montréal-Haïti. Là, ils sont en Haïti. Ah! Ouais. Oh, ils sont téméraires. Magnifique. C'est des warriors, là. Parce que ma mère, elle a mobilité réduite en plus. Fait que je sais pas quel genre de magouille ils ont fait pour rentrer dans le pays, mais... Parce que moi, petite tranche de vie, mes parents, ils sont retournés vivre en Haïti. Mm-hmm. Et là, pour l'instant, c'est impossible de retourner à la maison. Ah, donc, ouais. Tes parents sont vraiment chanceux. Parenthèse. Je sais pas s'ils ont un kit de camouflage. Ils sont à Port-au-Prince, en province? Oui, ils sont à Vieux-Bourg, Daquin. Ils sont retournés vraiment chez eux. Magnifique. Ouais. Et ton papa, t'en parles moins. Est-ce que lui a pu voir le livre? C'est quoi son impression? Et quelle est ta relation aujourd'hui avec ton papa? C'est surtout dans le respect. Mm-hmm. Mais on n'a pas tant d'échanges que ça. J'ai tellement fait bien la job de l'éviter quand j'étais petit que le réflexe est resté. Mais on a eu genre 1 ou 2 moments où est-ce que il m'a dit ce qu'il ressentait vraiment. Puis je me suis senti vraiment chanceux d'avoir eu ce moment-là avec, parce que c'est pas quelque chose que mes frères, ils ont vécu. Mais c'est vraiment... comme je disais, c'était difficile. Ça me travaillait beaucoup, là. Tu sais, je voulais vraiment chercher le bon. Là. Quand je fais un parallèle avec Luke Skywalker puis Darth Vader, là, tu sais, je sais qu'il y a du bon en vous, père. Je sais. You know? Puis c'est quelqu'un que j'ai vraiment beaucoup aimé étant très jeune. Je m'en rappelle plus. Ma mère qui me racontait ça, puis j'étais comme, vraiment? Mais il y a quelque chose qui s'est passé, puis très jeune, j'ai appris à rester, genre, loin. Puis de m'occuper de mes affaires tout seul. Merci pour ton partage. Et tes frères? Parce que tes frères sont aussi des personnages principaux du livre, là. Les 2 tannants. Ben, écoute, on est tous tannants respectivement. Oui, c'est ça qui fait une fratrie solide. Comment ils ont qu'est-ce qu'ils ont pensé du projet? Je sais que le plus jeune, petit frère, il était très content, il était très fier de moi. Puis c'est quelqu'un qui a toujours apprécié la bande dessinée, le dessin surtout. Puis il dessinait avec moi quand il était très jeune. Puis c'est quelque chose que lui, il m'a dit qu'il a vraiment apprécié. Puis il était vraiment content d'être dedans. Puis mon grand frère, je pense que c'est plus venu... quand le livre est sorti au lancement, il était là. Puis il m'a dit, écoute, je suis vraiment fier de toi. Puis je suis vraiment content que tu as réussi à faire quelque chose
Puis ça a l'air à être vraiment spécial. Je vais prendre le temps de le lire. Donc, j'attends ces nouvelles. Bon, ben nous, on va le lire un petit peu. Qu'est-ce que tu en penses? My goodness. Oui, OK, wow. c'est le défi. J'aimerais ça que tu sélectionnes 2 pages, puis on va se lancer la réplique. Oh, wow. OK, j'ai On envie fait d'apporter ça. mes lunettes de lecture. Je fais mon possible. On fait ça. La situation, Ok, je fais la mise en situation. Oui, oui, puis c'est une expérience, OK? On vit dangereusement. Là, on va lire Très une kamikaze. bande dessinée. Alors, Jimmy Suzanne va lire une page et je vais lire la suivante. All right. On y Fait que je vais page commencer avec- numéro, le numéro de la page? Ça, c'est la page... Je vais lire la page 63. Tu vas pouvoir lire la prochaine. Puis c'est 2 pages intéressantes, je trouve. Super. OK. Là, mes parents viennent d'arriver la première fois à Montréal. Mon père est en train de traîner les bagages parce que ma mère amène la maison avec elle. Puis tout d'un coup, ils sont surpris par un son. Quelqu'un crie « chocolat ». Puis mon père, qui a l'habitude d'entendre ça, mais il n'est pas content, là. Puis là, je décris justement les différentes étapes quand il se fâche. Il dit « Qui a dit ça? » Et puis, tu sais, quand ton père se fâche, là, et c'est il se met à gonfler les narines. Et le front, il plisse le front et, et les narines deviennent de plus en plus larges. Donc, il y a une image où on le voit vraiment avec les narines qui aspirent plus d'air que d'habitude. Après, ses yeux deviennent jaunes. Donc, on voit vraiment ses yeux devenir jaunes, comme, presque brillants comme un animal dans la nuit. Et il montre ses dents comme un animal sauvage. On a vraiment un close-up de ses dents, genre. Et puis il dit « Qui? » Et ben, il y a comme un juron haïtien là, dans cette page-là. Je sais pas si c'est correct, là. Ils vont pas comprendre. Il dit « On peut entendre sacré depuis l'espace. » Donc la case, on a la planète Terre, on a un astronaute qui est en train de juste Se promener. se promener par hasard. « Get Momonou! » Vous avez rien compris. Donc, je te fais le relais à la prochaine page. Good luck. J'adore notre expérience. Alors là, c'est la maman de Suzanne qui dit « Si haut, regarde là, c'est un enfant qui a dit ça. » Puis là, ton papa dit « Qui ça? » « Mais regarde, un enfant. » Et vraiment, c'était un petit enfant avec les cheveux roux, puis sa salopette. « Regarde, papa, un chocolat, juste là, là. » Puis là, le papa, il dit, Martin, comme embarrassé, « Regarde! Allô, monsieur le chocolat! » Puis là, il y a un carreau qui montre ton père en train de se transformer en démon. Ton père sera confronté à ce racisme toute sa vie. Il se fera pointer du doigt, appelé par toutes sortes de noms. Et là, on voit ton père en contre-plongée. C'est un dessin rouge et noir. Mais là, c'était juste un petit garçon, sans méchanceté, juste impressionné par ton papa. Puis là, le petit gars roux, avec ses taches de rousseur, qui regarde de haut ton père de 9 pieds. Wow! Est-ce que t'es fait en chocolat, toi, monsieur? Oh, quelle belle petite fille que ton papa, il dit. Oups, désolé, petit. Hey, je suis un garçon! Et ton papa lui présente son poing et l'enfant touche de son doigt. Je suis fait comme toi, juste une autre couleur. Regarde. Et l'enfant touche sa main et dit « Ouais, ouais. » Ouais. On a réussi! On a réussi. Jimmy Suzanne,
Aujourd'hui, on parle de ton tout premier livre, une bande dessinée qui s'appelle Migration, qui a été publiée chez Pastèque, chez La Pastèque. Ton livre parle de l'histoire de ta famille, mais aussi l'histoire de plein de familles diaspora haïtiennes d'ici. C'est sûr que ça va créer des conversations comme on a là en ce moment, où je te confie comment ça m'a fait sentir. Toi, quel genre de conversation tu souhaites créer au sein de la communauté, autour de ton livre, au sein de la communauté canado-haïtienne, autour du livre Migration? Honnêtement, j'aimerais que le monde pose des questions à leurs parents. Puis s'ils ont un bel échange, puis leurs parents sont ouverts, tant mieux. C'est juste très difficile d'avoir des réponses, des vraies réponses des parents comme les miens qui sont très genre, ils racontent pas leurs affaires. Mais j'encourage justement à avoir leur histoire. Ils vieillissent. Certains, malheureusement, ne sont pas aussi sharp qu'avant. Ils perdent des bouts. Prenez le temps de d'écrire au pire ces histoires-là. La génération plus jeune va vouloir savoir d'où ce qu'ils viennent. Et j'espère que ça peut déjà commencer un sujet de conversation. On peut choisir que ce soit la dictature, le duvaliérisme de l'époque. On peut parler de la différence entre une culture puis le choc culturel et comment nous, la génération qui est née ici, qui sont Québécois d'origine haïtienne, comment on peut trouver une façon de se retrouver. Ils sont venus avec leur propre culture, c'est ce que j'ai remarqué, mes parents, puis ils l'ont instauré dans la maison, mais quand tu as un produit d'ici, puis tu es plugué devant la télé, puis tu vas à l'école, tu es entouré avec plein de monde qui ne te ressemble pas, ben, pour toi, ça, c'est normal. Pour eux, ça, c'est pas normal, mais tu as des habitudes, tu as un mode de pensée qu'eux, ils n'arrivent pas à comprendre. T'sais, partons cette conversation-là déjà dans la famille, mais... Créons des liens forts, continuons à construire des liens forts. Absolument. Il y a des extraits que j'ai envie de lire qui m'ont particulièrement touchée en conclusion. À la page 9, je me dis que, comme dans la série Roots d'Alex Haley, je viens d'une tribu africaine grande et fière. Je me plais à penser que l'une de mes ancêtres était une guerrière redoutable. Ça, c'est dans la construction de son identité, d'aller puiser loin, loin. Ouais. Mais comme tu le dis, souvent, on n'a pas besoin d'aller si loin. Si on peut juste comprendre l'histoire de nos parents, ils sont là, nos guerriers et nos guerrières. Un autre extrait. Mes parents sont des immigrants de la deuxième vague, celle des ouvriers, des travailleurs non qualifiés et de la paysannerie. Sous l'impulsion du premier ministre de l'époque, le Canada se proclame terre d'accueil et embrasse le multiculturalisme. Le Québec, seule terre francophone du continent, les a séduits par ses promesses de liberté, offrant un refuge à ceux qui fuyaient l'oppression, une véritable terre promise pour de nombreux Haïtiens. Et ça, c'est l'histoire de mes parents, c'est l'histoire de tes parents, et c'est l'histoire de nombreux parents, de nos amis, collègues, et ainsi de suite. C'est comme ça que j'ai envie de conclure, Jimmy Suzanne. Wow! Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci d'avoir pris le temps d'écrire l'histoire de tes parents et d'ouvrir comme ça ton histoire qui commence. Oh! J'ai hâte de voir la suite. Moi aussi. À bientôt. À bientôt.